Alors, je vous avais promis un cours sur l'ingénierie de l'information et les technologies appliquées à la communication. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue sur toutes les plateformes de téléécole, la première télévision éducative de l'Afrique, basée ici au Sénégal. Alors, ce cours, je vais vous dire, sera un cours, on va dire, avec quelques doses philosophiques, quelques doses techniques, beaucoup de techniques et beaucoup de communication. Mais d'abord, quand on parle d'ingénierie, ce qui est important, quand on parle d'ingénierie, il y a deux concepts qu'il faut prendre en compte. D'abord, le concept de la conception même, d'accord? Alors, le concept de la conception et l'autre concept de la conceptualisation. Donc, conceptualisation. Alors, quand on est dans la conception, on est dans la phase antéproduit. Alors, la phase antéproduit, c'est, alors vous pouvez dire antéproduit ou antéservice. Service avec S, produit avec S. Alors, cette phase-là, c'est avant la naissance même du produit ou du service qui aura été proposé à des cibles. Maintenant, que comprendre dans conception et conceptualisation en ingénierie? Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un travail qui tend, un travail de base, dans la réflexion, qui tend à donner une forme ou bien des formes à des ou une idée. Alors, ce travail-là, qui tend à donner des formes à une idée, eh bien, quand vous combinez l'idée et la forme, c'est ce qui donne l'information. Donc, du passage, le passage de l'idée à la forme constitue ce qu'on appelle l'information. On ne parle pas de communication pour le moment, nous parlons d'information. Alors, cette information même, comment est-elle régie? Comment est-elle conçue? Comment est-elle conceptualisée de manière à avoir une codification structurée? Eh bien, ça, c'est le travail d'ingénierie de l'information. Alors, dans la phase de conception, il y a un travail, on va dire, très profond d'architecture à faire, de structuration, avant d'arriver à conceptualiser, c'est-à-dire donner des concepts à des formes et à des idées. Alors ce travail-là se fait à travers, on va dire, un mécanisme, un système. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on parle souvent de système d'information. Alors, suivez-moi avec la logique de système d'information. Alors, ce cours, on va le faire de manière, on va dire, très amusante. Nous parlerons tantôt de philosophie pour verser vers la logique, on va dire, scientifique de l'être humain, de la morphologie de l'être humain, et de temps en temps, nous allons revenir vers ce que les gens attendent, c'est-à-dire le fonctionnement même des réseaux sociaux. Alors, le système d'information, de quoi s'agit-il? Alors, parlons système d'information. Le système d'information est une régulation d'un certain nombre d'éléments distribués dans un grand ensemble structuré afin d'atteindre des objectifs. Alors, objectif, d'accord?
suivez bien hein, pour comprendre. Ces objectifs, j'ai dit qu'il y a un certain nombre d'éléments. Donc, éléments. D'accord? D'un grand ensemble. OK? Alors, ces éléments-là, c'est des RH, des ressources humaines, donc des personnes. Ces éléments-là, c'est des outils. Ces éléments-là, c'est des supports, mais qui sont structurés, d'accord, à travers un ensemble projeté. Alors, un ensemble projeté vers des objectifs à atteindre. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous avez des objectifs, cela veut dire de façon globale, dans une entreprise par exemple, que ces objectifs auront été définis par une vision globale. Alors cette vision-là, elle est portée, mais elle est passive lorsqu'elle n'est pas soutenue par une mission. Et à partir de ce moment-là, c'est cette vision qui projette dans le temps des objectifs à atteindre pour pouvoir satisfaire des besoins. Alors, mais quand vous avez ces objectifs-là qui sont portés par des ressources humaines, donc des personnes qui ont des outils et des supports, eh bien, il faut que tout ceci soit dans un ensemble ordonné. Cet ensemble ordonné est faisable à travers ce qu'on appelle des process, c'est-à-dire des procédures. Et donc, vous avez des objectifs, vous avez une structure qui les porte et vous avez des procédures. D'accord? Et ces procédures-là régissent le mode de distribution des rôles et des outils aux êtres humains qui sont censés porter la grande totalité. Et ceci est régulé, organisé, structuré. On parle de système. Alors pourquoi système d'information? Et pourquoi pas système tout court? Et pourquoi pas information tout court? Pourquoi? Alors, quand on parle de système d'information, mais retenez ces choses-là. Le système d'information, le nerf, c'est l'information. De quoi s'agit-il? Le système d'information n'accepte pas de rumeurs. Le système d'information n'est pas fait d'opinion. Le système d'information n'est pas fait d'avis personnels. Eh bien, le système d'information est fait d'un ensemble d'informations, on va dire, attestées ou validées. Maintenant, posons-nous une question très simple. Comment naît l'information? Ça, c'est l'ingénierie. Comment procéder à la conception de cette chose qui finit par s'appeler information? Ça, c'est de l'ingénierie, c'est-à-dire le process. Alors, si le système d'information n'accepte pas de rumeurs, si le système d'information n'intègre pas d'opinion personnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un processus qui précède à l'information, et c'est ce processus-là qui est le processus de traitement, précédé par la collecte et parfois même le tri, etc. Pour arriver à transformer, à étudier, à explorer l'ensemble des éléments parasitaires qui doivent être filtrés pour arriver à dire nous avons une information. Maintenant, que se passe-t-il dans ce macrosystème qui existe qu'on appelle les réseaux sociaux? Ça, c'est la grande question. Et pourtant, nous y sommes tous.
nous allons poser une question simple. À quoi sert l'information? Que ce soit dans une entreprise, dans une famille, dans les réseaux sociaux, n'importe où, à quoi sert l'information? Alors l'information, de manière générale, donc aide à prendre une décision. En fait, l'information est la matière première du processus de prise de décision, quel que soit le niveau concerné. Prenons un cas maintenant, on va dire qu'on va emprunter de la physique. C'est le cas de la force. La force. En physique, la force s'exerce quelque part. Et en physique, là où s'exerce la force, eh bien, c'est ce qu'on appelle le point d'application. Et ça se fait par voie d'un vecteur. On va dire. Alors, le point d'application ou le point d'impact, c'est là où s'exerce une force. Alors, chez l'être humain, quelle est cette chose, cette partie où s'exerce la force, c'est-à-dire cet élément qui pousse à prendre une décision? Eh bien, c'est le cerveau, qui est considéré souvent comme étant le centre de décision ou bien l'expert en communication, le cerveau. Alors le cerveau, avons-nous dit, alors si vous voyez bien, on ne fait pas de cours de santé ou non, mais on fait des illustrations par rapport à la logique de transposition scientifique vers simplement une compréhension communicative. Le cerveau, par exemple, que vous voyez là, pour la plupart du temps, c'est 1,3 kg et avec 85% d'eau, constitué d'eau, mais avec une protection impressionnante, c'est l'organe le plus protégé du corps humain. Alors ce cerveau-là, dans la compréhension philosophique par exemple, c'est le cerveau qui donne du sens à l'existence de par sa faculté de perception ou de penser par rapport à quelque chose. On fait appel au cerveau. De façon sociologique, eh bien, c'est comme si l'approche comportementale dans les actes de l'être humain se justifie dans l'appel au cerveau, la justification. Maintenant, scientifiquement parlant, étudions ce qu'on appelle les neurones, par exemple. Alors, les neurones communiquent entre eux avec ce qu'on appelle, par exemple, des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs alors, c'est des agents, des neurones, qui transportent l'information d'une cellule de neurones vers une autre. Alors, ces informations qui sont transmises, c'est des informations qui vont directement alimenter le cerveau pour la prise de décision. Alors, cela veut dire quoi? Oublions toutes ces histoires, faisons maintenant l'applicabilité dans la communication. Il y a des informations dans le système nerveux aussi, il y a des informations qui sont transmises avec même parfois des voies d'excitation par les neurones pour amplifier et pour donner du sens pour que le cerveau, en tant que tour de contrôle, décide de ce qu'il faut. Donc, soit par la perception, soit par la pensée, soit par le sens, soit même par la justification du comportement. De la même façon, dans un système d'information, l'objectif principal, c'est comment mettre en place un système de neurones communicatifs, d'accord, qui auront la charge de transporter des
données qui ont été traitées, transmises, traduites en information vers un centre de décision dans l'entreprise pour aider à une meilleure prise de décision. Ça, c'est la logique de transposition et la logique comparative. Alors, maintenant, si le système d'information n'est pas fiable, c'est-à-dire un système qui est apuré, un système qui est contrôlé, un système qui est vérifié de manière à ce que ce qui est dit d'information soit de l'information vérifiable. Si le système ne l'est pas, le système n'est pas fiable. Ce système-là n'aidera pas à la prise de la bonne décision. Nous allons vers les réseaux sociaux. Et maintenant, là se trouve un autre système dans lequel, tous tant que nous sommes, courons vers. Parce que simplement, c'est un nouveau monde, un nouveau système, une autre architecture avec un cerveau multiforme. Les réseaux sociaux. Alors ici, c'est des cellules donc de neurones. C'est comme si on était dans un système nerveux. Après, c'est des cellules neurones qui s'échangent des informations et qui sont appréciées avant d'être transmises vers un processus de prise de décision. Alors, exploitons ce schéma que nous transposons maintenant vers les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, de quoi s'agit-il et qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, si le cerveau est la tour de contrôle, donc avec en tandem les neurones qui transmettent les informations, et si dans l'entreprise on a une structuration, on va dire une structure organisée en départements, en services, en divisions, etc., en direction d'abord, qui permettent de filtrer, qui permettent d'étudier, qui permettent de traiter, qui permettent de décider de quoi diffuser, eh bien, ce n'est pas le cas pour les réseaux sociaux. Parce que là, c'est un monde ouvert où le système n'existe pas, mais le système est ce qu'il y a. C'est un fait. Alors, dans un cas comme ça, eh bien, rappelez-vous, je disais tout à l'heure qu'un système d'information n'accepte pas de rumeurs. Eh bien, les réseaux sociaux acceptent les rumeurs. Un système d'information n'accepte pas d'opinion personnelle. Eh bien, les réseaux sociaux sont faits d'opinion personnelle. Alors, un système d'information est structuré. Les réseaux sociaux ne sont pas structurés. Un système d'information est, on va dire, c'est le fruit d'un grand ensemble de structuration porté par une vision. Les réseaux sociaux ne connaissent ni de vision, ni de mission, et n'ont pas d'objectif. Un système d'information distribue, légalise, structure, justifie l'affectation de tâches à des porteurs par rapport à des données et des spécialisations. Eh bien, les réseaux sociaux ne reconnaissent pas. Les réseaux sociaux ne reconnaissent pas de responsabilité ou de responsable tout court.
Alors voilà un système qui est né, sans structuration, mais quand même qui est devenu un système parce que hébergeant des ressources humaines, donc des personnes, parce que hébergeant des outils, parce que hébergeant des intérêts, parce que étant un support, mais parce que aussi déteint sur la tour de contrôle, donc le cerveau de l'être humain. Voilà un système qui est né et qui est devenu mondial. Alors ce système-là, le danger qu'il y a dans ce système, c'est qu'en fait, du fait de l'inexistence de la structuration, du fait de l'inexistence de la propriété, de la responsabilité, eh bien, devient un système où tout le monde est faiseur et donneur de loi. Et là où se trouve le vrai danger, c'est que ce système-là, né dans les réseaux sociaux, est un système qui est fait par des personnes. Alors ces personnes-là, eh bien, ont des cerveaux, d'accord? Et de ces cerveaux-là, eh bien, se joue un match de manipulation. Ah, ce match de manipulation est tellement profond qu'en réalité, toutes les logiques du cerveau sont généralement, eh bien, renversées. C'est-à-dire, il y a une transformation de la perception en réalité, de la percée de la rumeur érigée en information et de l'impossibilité de création de systèmes de filtre et de vérification. Alors, dans un cas comme ça, on vous dit, en attaquant la fonction de perception philosophique du cerveau par l'excitation de données amplifiées à travers les neurones, en exploitant tout ça, eh bien, on installe un nouveau régime, c'est le régime de société intégrée dans les réseaux sociaux. Et c'est la raison pour laquelle on vous parle d'amis. Alors c'est là que je voudrais attirer votre attention sur la notion de la perception transformée en réalité. La perception. Vous avez, on vous dit, 5000. OK? 5000 amis. On vous dit, vous êtes riche d'amis et donc en valeur ajoutée. C'est le seul système dans le monde, le système des réseaux sociaux, où il est accepté que la notion d'ami
soit en même temps une notion à double sens, c'est-à-dire ami, capacité dans l'amitié, et ami avec possibilité d'adversité. Et c'est le seul système dans le monde aussi où celui qui accepte l'amitié, eh bien, court le risque d'accepter d'être ami et en même temps ennemi. Parce que simplement, la chose se joue dans la perception. Et cette perception, elle est imposée. Elle est imposée de manière à ce que finalement, elle est portée par les neurones et qui arrive jusqu'au cerveau pour que la tour de contrôle, c'est-à-dire le cerveau, arrive à accepter maintenant que oui, je clique yes pour être ami, mais en cliquant yes pour être ami, lui peut penser qu'il est ami, alors que moi, dans mon intention, c'est pour détruire. Alors, comment faire maintenant pour arriver à ne pas subir le changement de la technologie dans l'applicabilité à la communication? Ne pas la subir, c'est-à-dire cette transformation négative. Alors, pour ce faire, nous allons faire une toute petite étude sur ce qu'on appelle le change management. Donc, le management du changement. Quand on parle, par exemple, des technologies appliquées à la communication, mais la première chose à savoir, c'est que la communication dans sa valeur absolue tire son essence de la vie de manière naturelle. La communication n'existe pas une fact de création de l'humain, non. Ça existe parce que c'est ce que nous faisons tous les jours. Et la plus petite unité sociale du monde s'appelle la famille. C'est la plus petite unité sociale, la famille. OK? Alors cette famille-là, elle s'agrandit et déteint sur des êtres humains jusqu'à arriver à ce qu'on appelle la société ou bien des sociétés. Donc ça, c'est des individus. Alors donc, cette plus petite unité-là, quand elle s'agrège en comportement, eh bien, elle crée un certain nombre de codes. Et ce sont ces codes-là qui justifient les cultures, les coutumes, etc. Maintenant, quand ces codes existent et que à l'extérieur de ces codes se joue un nouveau monde, ce nouveau monde est considéré par ces codes comme étant un intrus. Et aujourd'hui, par le changement technologique, eh bien, les technologies ont commencé à infiltrer ce monde des codes. Et ayant infiltré ce monde des codes, commencent et parviennent à transformer ces codes-là, la transformation des codes. Et quand on transforme les codes, on n'atteint pas les systèmes, mais on atteint les personnes qui portent ces systèmes-là, donc les ressources humaines. Alors, comment préparer ces ressources humaines-là à ne pas subir cette transformation-là des codes de manière à ce que ces technologies-là atteignent le mode comportemental des êtres humains? Et quand on prend le cas des réseaux sociaux, c'est là où va se justifier la plupart du temps cette dégradation. Donc, en résumé, je vais faire une introduction générale sur les relations qui existent entre l'être humain, sa morphologie, sa conception même, et ce que nous vivons tous les jours dans nos entreprises, dans les maisons, comme étant des systèmes érigés en règles et qui, maintenant, par le changement technologique, ces systèmes-là qui sont constitués de codes sont bafoués
on va dire, dégradé, perturbé par une nouveauté qui s'appelle technologie. Et comment faire face à ce bouleversement qu'on appelle un choc exogène? Alors, quand on applique une technologie à quelque chose, ça veut dire qu'à la base, on a une source. D'accord? Alors, ici, la source, c'est la communication, ce n'est pas la technologie. Et la communication, c'est quand on parvient à faire en sorte que l'information arrive à des destinataires avec des messages, on va dire, voulus, des destinataires avec des messages voulus, c'est-à-dire conçus, c'est-à-dire structurés, mais pour des objectifs à atteindre. À partir de ce moment-là, si on passe à la vérification dans le temps, à la vérification de l'atteinte de ces objectifs-là, eh bien, on aura communiqué. Maintenant, si dans le processus de communication, il y a des intrus tels que la technologie, eh bien, dans un système qui n'est plus maîtrisable par, on va dire, l'anté-information, la structuration, eh bien, on doit être préparé, on doit être formé, on doit être informé, on doit être sensibilisé pour ne pas subir cette technologie, mais de faire en sorte que cette technologie soit applicable à la communication pour que notre information soit consommable, vérifiable, justifiable et puis qui peut être, on va dire, monitorée. Alors là se pose la vraie question de la place de l'information et de la communication dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, plus de 80% des exploitants, des membres, eh bien, ne font qu'informer. Sans le savoir, ils ne communiquent pas. Eh bien, parce que sans le savoir, ils n'ont pas le sens de la différence entre l'information et la communication. Je vais terminer cette première partie par un exemple très simple. La plupart de nos hommes d'État, la plupart de nos hommes religieux, des responsables d'associations, des spécialistes de marketing digital, des élèves, des étudiants, des célébrités, la plupart du temps ont des phrases mythiques que vous voyez partout. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de recevoir telle délégation. Ou bien une autre phrase du genre, ce fut un plaisir d'avoir été reçu par. Ou aujourd'hui, j'ai présidé telle réunion. Eh bien, voilà des formules qui, dans le fond, n'ont aucune valeur ajoutée en communication. Parce que c'est le constat d'un fait qui, en principe, eh bien, n'intéresse pas celui qui lit. Celui qui lit est intéressé par la transformation de ces contenus d'information en messages. C'est-à-dire, que faut-il retenir de cette réunion de manière à faire en sorte que l'interlocuteur puisse, eh bien, vous rejoindre dans votre position. Et ça, ce n'est pas un travail d'information, c'est un travail de communication. Et c'est l'objet de la deuxième partie de ce cours. Je vous remercie.